j'ai le privilège de démarrer cette soirée donc, de présentation d'un certain nombre d'avancées de la recherche sur le cancer. Et c'est vrai que quand j'avais donné ce titre-là, je me suis dit, mais quelles sont vraiment les avancées qu'on a fait depuis 10 ans? Parce que quand on est dans le bain tous les jours, on a l'impression que tout est vieux quand on est chercheur, dès qu'on a passé un an ou deux. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait quand même énormément de choses qui s'étaient produites ces 10 dernières années. Et je vais essayer de vous en faire un florilège. Et j'insisterai un petit peu plus à la fin sur un domaine que je connais un peu mieux, que sont les thérapies ciblées et les problèmes de résistance à ces thérapies. Alors là, je crois que le premier élément qu'on peut regarder, c'est que dans les 10 années qui viennent de passer, on peut dire qu'on a bien levé pas mal de secrets sur le génome tumoral. Alors, y avait-il encore des secrets à lever il y a 10 ans? La réponse est oui, parce que, pour faire simple, une cellule tumorale devient tumorale essentiellement parce qu'il y a des anomalies dans son génome, des mutations, des réarrangements, des modifications génétiques, et qu'il y a 10 ans, on n'avait pas forcément tous les outils qui faisaient qu'on était capable de les analyser toutes dans leur ensemble dans des populations tumorales. Et en fait, les progrès technologiques ont fait, grâce au développement du séquençage très haut débit, ont fait qu'on peut maintenant très facilement séquencer un génome, qui soit un génome normal ou un génome tumoral. Et donc, on est arrivé à présenter maintenant de manière assez simple des diagrammes comme ceci, qui sont en fait des paysages, des mutations, des génomes de différentes tumeurs issues de patients. Et ça, elles sont particulièrement informatives parce que, eh bien, on est capable de voir qu'il y a un certain pourcentage de mutations sur certains gènes qui apparaissent. On en a d'autres sur d'autres gènes et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on a autant de cibles potentielles pour faire des thérapies ciblées. Et je crois que ça a été très important donc de le constater. Alors c'est un exemple du génome du cancer du poumon. Vous verrez que c'est un peu un fil rouge. C'est un peu normal puisque c'est un domaine dans lequel je travaille. Alors si on regarde quelles sont les applications de ces avancées de la connaissance des génomes tumoraux et surtout à grande échelle, lorsqu'on est capable d'analyser de grandes quantités de tumeurs chez de nombreux patients, eh bien, tout d'abord par les thérapies ciblées. On est capable ainsi certainement d'aller identifier des mutations qui vont être potentiellement activables, c'est-à-dire utilisables pour de nouvelles thérapeutiques. J'y reviendrai un petit peu plus tard. On a aussi complètement révolutionné l'oncogénétique grâce à ça, parce que, vous le savez, il existe certaines familles qui ont des prédispositions au cancer. Il y a une dizaine d'années de ça, on analysait entre 5 et 6 gènes pour certains syndromes. Par exemple, le syndrome de cancer du sein et de l'ovaire à prédisposition, on analysait 4 gènes. Et là, maintenant, on analyse des panels de 500 gènes parce qu'on a la connaissance, parce qu'on sait quel type de gènes sont dans les prédispositions. Donc, on a vraiment donc, une révolution au niveau de l'oncogénétique. Et puis, le troisième point dont je pense que Jean-Pierre vous parlera, c'est que par la connaissance des antigènes tumoraux, par la modulation et les anomalies des protéines donc, qui sont codées par ces oncogènes, par ces différents gènes anormaux, eh bien, on peut faire des vaccins qui sont personnalisés à chacune donc, des patients atteints de cancer. Donc, premier niveau on va dire de progrès scientifique, c'est grâce au séquençage haut débit qui s'est démocratisé, qui est devenu beaucoup moins cher, on a percé un grand nombre de secrets donc, du génome tumoral. Deuxième point, et là on est obligé d'en parler parce que c'est vraiment une révolution qui est assez récente, qui date d'environ une dizaine d'années, mais qui en fait est devenue maintenant donc des thérapies, notamment l'immunothérapie, qui s'est beaucoup plus démocratisée. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne reste pas encore des progrès à faire, et aussi les biothérapies, notamment l'utilisation d'anticorps. Alors concernant l'immunothérapie, je crois que ces deux personnes-là, on leur doit d'avoir découvert un certain nombre de mécanismes qui font que les cellules tumorales ici, qui jusqu'à présent étaient relativement tranquilles parce qu'il y avait des barrières qui empêchaient les lymphocytes de venir les agresser, eh bien, ces cellules-là commencent à avoir un petit peu peur.
tout simplement parce qu'ils ont non seulement identifié les mécanismes de ces barrières, mais ils ont mis en évidence qu'en utilisant des outils que sont des anticorps qui allaient lever ces barrières, les lymphocytes allaient pouvoir attaquer donc très fortement ces cellules. Et ça, c'est vraiment une avancée très forte qui se concrétise tous les jours et qui est arrivée maintenant à une maturité donc assez importante. Le deuxième élément, ce sont les anticorps. Les anticorps, ce sont des protéines qui sont dirigées contre différentes autres protéines. Alors, les anticorps sont essentiellement connus pour aller lutter contre les agressions de type viral ou bactérienne, mais on peut aussi en faire des outils thérapeutiques si on est capable de les diriger contre une cible qui est spécifique d'une cellule tumorale par exemple. Et ça, on connaît ça depuis pas mal de temps, depuis pratiquement une vingtaine d'années. Un des premiers médicaments qui est l'Herceptine, qui était dirigé contre des récepteurs membranaires des cellules tumorales, a été développé. Il est maintenant utilisé de manière très courante. Mais il y a eu beaucoup de progrès dans ces 10 ans parce qu'on a su faire évoluer les biotechnologies pour les modifier au point qu'ils puissent reconnaître deux antigènes au lieu d'un sur la même protéine, est capable aussi d'être armé pour devenir de véritables tueurs très spécifiques des cellules. Et ça, je crois que on le doit aussi au développement de ces dernières années. Donc, si on regardait les évolutions actuelles, alors il y a l'immunothérapie qui utilise des anticorps pour lever ces barrières, mais ça a donné aussi de nouvelles stratégies thérapeutiques en utilisant des cellules tueuses, appelées CAR T-cells. On a, comme je vous l'ai dit, donc beaucoup d'anticorps dits bispécifiques qui vont reconnaître deux antigènes qui peuvent être soit sur la même cellule tumorale, soit sur une cellule tumorale et une autre cellule, telle qu'un lymphocyte par exemple, pour les rapprocher et à ce que l'immunothérapie puisse fonctionner, soit des anticorps armés, c'est des anticorps qui en fait ont la capacité de reconnaître une cible, mais qui ont aussi donc, le poison qui va permettre de tuer cette cible. Ces dernières années, il y a eu de nouveaux acteurs. Alors, les acteurs classiques, on les connaît, c'est autour de la prolifération, autour de l'instabilité du génome, autour de la mort cellulaire, etc. Et puis, il y a des acteurs qui sont venus un petit peu troubler ce que l'on savait de la connaissance de l'apparition et de la fonction des cellules tumorales. Alors, il y en a deux que je voudrais vous présenter ici. Le premier, c'est le métabolisme. Alors, ce n'est pas nouveau de dire que les cellules tumorales ont un métabolisme différent d'une cellule normale. Ce sont des découvertes qui datent du début du siècle dernier. C'est Otto Warburg qui avait démontré ça et qui avait dit que les cellules tumorales vont préférentiellement utiliser le glucose par rapport à d'autres molécules. D'ailleurs, ça a été tout à fait important puisque c'est à la base de cette découverte qu'ont été développées des stratégies d'imagerie médicale, on appelle le TEP scan. On injecte donc un glucose qui est modifié, qui va s'accumuler dans la cellule tumorale et comme il est marqué par un radioélément, on est capable donc de le caractériser, de le visualiser en imagerie. Mais ce qui a été très très important dans les 10 dernières années, c'est qu'on a constaté que le métabolisme énergétique, ce n'était pas simplement l'utilisation préférentielle du glucose, le switch entre l'utilisation du glucose ou d'autres types d'énergie. C'était beaucoup plus que ça. En particulier, on a pu constater que le métabolisme était lié aux oncogènes, était lié à des gènes qui sont des gènes des cancers, qui vont favoriser dans la présence des cancers. On a pu aussi identifier qu'il y avait des mutations sur des gènes qui participent au métabolisme. Et enfin, on a pu identifier que ce métabolisme pouvait être utilisé différemment par les cellules qui vont résister aux thérapies ou par les cellules qui, au contraire, vont disséminer, avoir des métastases. Donc c'est clairement une piste nouvelle qui va nous permettre certainement de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Le deuxième acteur assez récent, c'est le microbiote. Alors, je crois qu'on parle beaucoup de microbiote, notamment le microbiote intestinal en particulier. Des études, alors on peut faire un petit cocorico parce que c'est essentiellement des études françaises, donc à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, l'équipe de Laurent Zidvogel qui a été une des précurseurs dans ce domaine-là. En fait, on s'est aperçu que la qualité du microbiote, c'est-à-dire les bactéries qui composaient le microbiote, avaient un lien direct avec la réponse thérapeutique.
et notamment avec l'immunothérapie. Et ça a été tout à fait une découverte tout à fait importante parce qu'on peut imaginer modifier ce microbiote pour augmenter la réponse thérapeutique. Et je crois que ça fait partie des applications que l'on peut avoir actuellement. Concernant le métabolisme, des inhibiteurs des enzymes du métabolisme sont utilisés chez les patients qui ont cette enzyme qui est mutée anormale, thérapie ciblée, mais c'est une des premières démonstrations qu'on peut cibler le métabolisme pour donc avoir des thérapeutiques efficaces. On peut aussi utiliser des modulateurs de la fonction des mitochondries qui sont les organites qui vont produire l'énergie dans la cellule. Et enfin, on peut manipuler la flore microbienne, on peut très bien modifier le microbiote donc par différents types donc, de façons. Une autre avancée importante qui est, on va dire, même un petit peu plus récente, c'est plutôt les 5 dernières années, c'est l'apport des informaticiens et des mathématiciens dans l'aide à la compréhension des mécanismes biologiques. Comme vous l'avez certainement vu, quand je vous présentais au tout début toutes ces analyses du génome, ce séquençage, il y a plus de 3 milliards de bases qui sont séquencées, il y a plus de 22 000 gènes dont on peut mesurer l'expression, on peut le faire dans plusieurs types de cellules, dans beaucoup d'échantillons, donc ça veut dire qu'il faut obligatoirement des spécialistes des données massives, des spécialistes qui soient capables de donner du sens à toutes ces données que nous produisons. Et ce travail-là, qui était déjà développé dans d'autres types de disciplines, hein, dans l'aéronautique, dans l'espace, etc., maintenant, ces informaticiens se tournent vers la santé et nous aident de plus en plus à mieux comprendre donc, les données du vivant. Et ça, je crois que c'est une révolution, c'est un tournant. Et d'ailleurs, le CRCT a effectué ce tournant assez récemment, puisque des chercheurs informaticiens travaillent directement avec les biologistes et les médecins. Et donc, je crois que c'est quelque chose qui va aller certainement en simplifiant dans les années qui viennent. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça ? Eh bien, on peut attendre à une meilleure connaissance des mécanismes cellulaires. Une cellule, c'est environ une dizaine de milliers de protéines qui s'expriment, qui forment des réseaux, qui sont capables d'interagir entre elles. Et c'est vrai qu'actuellement, si on essaie d'analyser la totalité de ces événements, il n'est pas possible pour le cerveau humain de pouvoir les décortiquer. Et donc, c'est un élément tout à fait important d'utiliser des algorithmes, des systèmes d'intelligence artificielle pour mieux comprendre ces mécanismes. On peut aussi interpréter des images de manière plus fine. Il y a un certain nombre d'études qui sont actuellement publiées où le fait d'analyser par intelligence artificielle des lames d'anatomopathologie est certainement plus efficace que l'œil du professionnel et de l'anapathe. Et je crois que là, c'est important aussi d'utiliser ce type de technologie pour aller plus loin dans la compréhension de ces images. Alors c'est vrai aussi pour les images médicales, pour les imageries, donc qu'elles soient IRM, scanner ou médecine nucléaire. Et enfin, le dernier point, c'est donner du sens, j'en ai parlé, aux données massives. On ne peut plus, nous, tout seuls, comprendre comment, avec toutes ces données, on va donner du sens à ce que l'on fait. Alors, dernier point, c'est les résistances thérapeutiques. Alors, je vous ai présenté ici une séquence assez classique, on va dire au début des années 2010, et puis on va aller voir ce qui s'est passé vers les années 2020. Donc, il y a maintenant une dizaine d'années, on sait que certains cancers ont une mutation sur un gène, qui est le gène du récepteur LGF, et cette mutation, elle est primordiale pour la croissance de ces cellules tumorales. Donc, ce qui a été réalisé, ce sont des inhibiteurs qui vont aller inhiber spécifiquement donc, cette mutation, avec bien sûr au début l'espoir d'en faire un médicament, d'en faire un objet thérapeutique. Ce qui est le cas, et les premiers patients, vous voyez, ont été traités avec cette molécule, cet inhibiteur de première génération. On voit ici donc la tumeur. Très rapidement, et c'est le vrai pour pratiquement toutes les thérapies ciblées, on a un taux de réponse qui est très très élevé. Et on voit qu'on a quasiment une disparition, au moins à l'imagerie. Et puis, au bout d'un certain temps, on voit réapparaître donc, la tumeur. Donc, ce qui signifie qu'il y a une récidive qui s'est produite malgré le traitement avec cet inhibiteur.
Alors qu'est-ce qu'on a fait? Enfin pas nous, mais globalement, hein, on va dire la communauté scientifique, c'est d'aller récupérer ce petit bout de tumeur et puis de faire un séquençage. C'est-à-dire de regarder quelles étaient les nouvelles mutations qui auraient pu apparaître dans le cadre de cette récidive. Et donc ce qui a été constaté, c'est que majoritairement, il y avait une deuxième mutation qui était localisée sur le même gène et qui entraînait la résistance. Alors il y en avait d'autres aussi, et on verra que ça a aussi son importance. Mais globalement, il y en avait une autre. Donc à cela ne tienne, les chimistes sont des gens qui sont très ingénieux. Ils ont designé une nouvelle molécule dite de deuxième, enfin en fait c'est troisième génération, qui était capable d'agir contre cette nouvelle mutation. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une réponse qui est tout à fait importante. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a aussi une récidive. Et quand on regarde quand on fait l'analyse du génome, on s'aperçoit qu'il y a une troisième mutation sur le même gène qui est à l'origine donc de cette résistance. Et comme ça, on peut aller loin. On peut penser comme ça qu'on va avoir systématiquement un certain nombre de mutations qui vont intervenir au fur et à mesure qu'on va traiter les patients. Ça signifie qu'il faut peut-être penser à d'autres stratégies. Et c'est un petit peu ce qu'essaie de développer un grand nombre de chercheurs, dont certaines équipes du CRCT. Alors, les constatations fortes, c'est que on a affaire à une très forte hétérogénéité cellulaire. C'est-à-dire que soit les mutations étaient présentes au début dans beaucoup de clones et ont été sélectionnées, soit elle va apparaître au fur et à mesure donc, du traitement, mais on va avoir beaucoup donc, de clones cellulaires différents qui vont être à l'origine donc, de la récidive. Et le deuxième élément, c'est qu'on peut s'apercevoir que ces cellules, elles ont une ingéniosité qui est tout à fait remarquable puisqu'elles sont capables de s'adapter aux thérapeutiques et aussi d'être plastiques, c'est-à-dire de modifier leur comportement pour pouvoir résister. Alors pour essayer de comprendre ça, eh bien, on a donc des nouveaux outils. Et ces nouveaux outils, en particulier, c'est l'analyse moléculaire de la cellule unique. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller analyser dans chacune des cellules quelle est l'expression des différents gènes et quelles sont les mutations qui apparaissent, de manière à identifier des trajectoires de cellules qui vont nous permettre de comprendre pourquoi elles vont résister. Et ça, c'est important parce que ça va nous permettre aussi d'identifier des mécanismes qui vont être à l'origine de l'apparition de ces cellules donc résistantes. Et le deuxième élément qui est important aussi, c'est que grâce à ces études-là, on s'est aperçu qu'on n'était pas du tout dans un système linéaire d'une cellule, un clone initial qui va lui-même se développer en se reproduisant, mais qu'on est au contraire dans un système beaucoup plus arborescent où, à partir d'un clone initial, on va avoir plein de clones secondaires avec de nouvelles mutations donc, qui vont apparaître. Et ça, c'est important dans la connaissance. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si on coupe la branche ici, ou la branche ici, ou la branche ici, on ne va pas vraiment réussir donc, à traiter la pathologie. Et donc, il faut vraiment qu'on connaisse quelles sont les mutations initiales qui vont permettre d'être retrouvées dans toutes les cellules et d'être la véritable cible. Donc, vous voyez qu'on a, sur ces échecs de résistance, on a identifié deux grandes voies. La première voie qui est de comprendre quels sont les mécanismes d'apparition de la résistance qui vont nous permettre de l'éviter, plutôt que d'attendre qu'elle arrive. Et la deuxième voie, c'est d'aller connaître quelles sont vraiment les branches initiales qu'il va falloir couper donc, pour ces thérapies. Alors, dernier point que je voulais vous parler, c'est une révolution dans la biologie. Quand j'ai commencé ma carrière de biologiste médical il y a quelques années, on mesurait des marqueurs tumoraux sériques avec un très fort engouement et puis très rapidement, on va dire une sorte d'échec, de sentiment d'échec, surtout quand on discutait avec les médecins qui disaient « tes marqueurs, ça ne sert pas à grand-chose ». Ok, bref, ça continue un petit peu à servir, ces marqueurs sériques, mais globalement, il y a eu vraiment une modification, une révolution, on peut parler, avec la connaissance de la présence dans le sang d'éléments de la tumeur. Et la tumeur, elle peut donner beaucoup d'éléments. Elle peut donner des cellules, on peut mesurer des cellules tumorales circulantes, mais elle peut aussi libérer des fragments d'ADN. Or, ces fragments d'ADN qui représentent le génome tumoral sont des fragments qui portent des mutations, qui portent les mutations de la cellule tumorale. Donc, globalement, en analysant les mutations qui sont dans l'ADN circulant, on est capable d'avoir
un reflet des mutations présentes sur la tumeur. Et ça a été particulièrement important parce que ça a permis de développer de nouvelles stratégies de suivi et de prise en charge des patients. Et on peut l'utiliser pour le dépistage, on peut l'utiliser en suivi de chirurgie ou en suivi de différentes chimiothérapies, voire même pour l'analyse de la récidive. Et le deuxième élément important aussi, c'est qu'en analysant ces mutations, on est capable d'identifier des mutations secondaires qui apparaissent, qui sont potentiellement ciblables, qui sont potentiellement activables par de nouveaux médicaments. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire parce qu'il est très difficile de rebiopsier en permanence les patients, alors que là, on a une cinétique d'apparition de toutes ces mutations. Voilà, je crois que j'en ai à peu près fini avec ça. Pour vous dire simplement deux éléments de conclusion. Le premier élément, c'est que, vous l'avez vu, les découvertes ne peuvent se concevoir que dans des progrès technologiques. On a beau avoir toutes les idées qu'on veut, si on n'a pas les outils pour le démontrer, c'est très très compliqué. Et quoi de mieux que de poser des questions scientifiques pour développer des technologies. Et je crois que c'est ce qu'on fait tous les jours et ce qui se développe. Le deuxième élément, c'est qu'on ne peut plus considérer maintenant la recherche comme isolée. On ne peut plus avoir des questions qui sont uniquement biologiques, uniquement médicales. Il faut qu'on puisse les poser avec aussi d'autres types de disciplines, notamment les sciences de l'ingénieur, la physique, mais aussi les sciences mathématiques et informatiques. Donc en fait, l'avenir, pour moi, de la recherche, c'est l'interdisciplinarité. On ne doit plus réfléchir en une question posée par un chercheur isolé, mais par un ensemble de chercheurs qui sont capables de répondre à la totalité des questions. Voilà, merci beaucoup.